Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, Tito Barahira et Octavien Genzi condamnés à l'emprisonnement à perpétuité par la Cour d'assises de Paris. L'épilogue d'un procès qui a duré plus de 40 jours concernant la forte implication de ces deux anciens maires rwandais dans le génocide d'avril 1994. Au Kenya, les autorités souhaitent désengorger la capitale Nairobi. Reconnue pour ses embouteillages, le pouvoir en place souhaite instaurer des journées sans véhicules dans les parties de la capitale où le problème est critique. Et puis les éléphants de Côte d'Ivoire ont désormais un nouvel entraîneur en la personne de Kamara Ibrahim. Nommé le 30 juin par la Fédération ivoirienne de football, il remplace ainsi le Belge Marc Wilmots. Vendredi 6 juillet, la Cour d'assises de Paris a condamné en appel Tito Barahira et Octavien Genzi, deux anciens maires de Kabarondo dans l'est du Rwanda, à une peine d'emprisonnement à perpétuité. Ils ont été condamnés pour leur forte implication dans le génocide rwandais d'avril 1994. Avant le verdict final, les accusés ont continué de clamer leur innocence. C'est un procès qui aura duré plus de 40 jours, un épisode difficile pour les victimes qui ont comparu à la barre. Adjijatou Badawi. Tito Barahira et Octavien Genzi écopent d'une réclusion criminelle à perpétuité par la Cour d'assises de Paris. Les faits remontent à avril 1994 lors du génocide rwandais. À l'époque, les deux hommes étaient des responsables administratifs de Kabarondo dans l'est du Rwanda et ils auraient été au cœur du massacre des Tutsis dans la préfecture de Kibongo. Après plus de 9 semaines de procès, les deux hommes n'ont eu de cesse de clamer leur innocence. À la colère, j'ai pu constater en réalité que le leitmotiv des témoins qui venaient, le besoin de savoir la vérité pour construire et vivre ensemble comme avant. Le déroulé des événements par les témoins lors de ce procès a été un rappel de tristes souvenirs. La Cour, elle, s'est inquiétée de l'attitude des accusés qui à aucun moment n'ont exprimé leur ressenti. On est évidemment satisfait, je crois, que justice a été rendue. La défense a très souvent essayé d'amener les discussions sur le rôle de la France, sur le régime de Kigali, mais nous n'imaginions pas une issue différente du premier procès. Tito Barahira et Octavien Genzi purgeront leur peine dans les cellules de Fresnes et de Fleury-Mérogis en France. L'ONU a estimé à plus de 800 000 le nombre de victimes en majorité Tutsi lors du génocide rwandais qui a duré 3 mois 10 jours en 1994. Raffinerie de pétrole d'une capacité de production de 650 000 tonnes. Avec un coût global de 10 milliards de dollars, l'homme d'affaires espère ainsi répondre aux besoins en carburant de la nation la plus peuplée d'Afrique. Cheikh Omar Bandaogo. À terme, cette raffinerie représentera la moitié des actifs du conglomérat du Nigérien Aliko Dangote. L'homme le plus riche d'Afrique a bâti sa fortune sur le ciment, bien que son vaste empire commercial englobe aussi la meunerie, l'agriculture et l'immobilier. À travers la construction de cette raffinerie qui prendra fin en décembre 2019, il entend résoudre les problèmes récurrents du marché énergétique du Nigeria. Sa mise en service est prévue pour 2020. La raffinerie est également unique en raison de la chaîne d'approvisionnement. Nous voulons vraiment être indépendants de tout type d'approvisionnement de brut. La raffinerie est conçue pour gérer tout le brut africain, une partie du pétrole brut du Moyen-Orient et le pétrole brut américain. La raffinerie de Dangote sera en mesure de traiter différentes qualités de pétrole brut, y compris l'huile de schiste. Avec une capacité de production de 650 000 tonnes, elle devrait être la plus grande raffinerie de pétrole au monde et cible également les marchés d'exportation. Notre cible principale est bien sûr le Nigeria, mais notre capacité est si importante que nous pouvons exporter plus de 50% de notre production vers l'extérieur. Le projet est évalué à 10 milliards de dollars. La société emprunte 3,3 milliards de dollars et le reste est financé par capitaux propres et par des agences d'exportation. Le groupe Dangote a déjà acquis 2 gisements pétroliers au Nigeria auprès du groupe anglo-néerlandais Shell pour l'approvisionnement de sa raffinerie. La capitale kenyane Nairobi est reconnue pour ses embouteillages. Pour résoudre ce problème, les autorités envisagent des journées sans véhicules dans les parties de la ville les plus concernées par les difficultés de circulation. La mesure vise également la réduction jusqu'à 78% de la pollution de l'air dans la capitale du Kenya. Les journées sans véhicules seront accompagnées de la mise en circulation de 39 bus au cours des 6 mois à venir. Nathalie Mo.
Les journées de mercredi et samedi, les automobiles n'auront plus le droit de circuler dans le centre-ville de Nairobi et le quartier Westlands. Nairobi est actuellement la première ville africaine la plus embouteillée, avec un temps moyen de 56,43 minutes passées sur les routes pour ses habitants. Cette mesure entreprise par les autorités du comté vise ainsi à fluidifier la circulation routière dans la capitale kenyane. Il y a les capteurs adaptés qui nous permettent de révéler et qui nous permettent de dire que le seuil est critique. En ce moment-là, on peut donc instaurer ces différentes journées. Avec un indice d'émission automobile de dioxyde de carbone de près de 7000 points à la mi-2018, le Kenya souhaite saisir cette menace pour réduire sa pollution. Pour ce faire, le gouvernement instruit l'introduction de 39 bus urbains au cours des 6 prochains mois. Une facilitation de transport pouvant diminuer de 40% la circulation des autobus privés, encore appelés matatus, très utilisés dans la ville. La mesure peut être préventive, oui. Mais ça peut déjà commencer à être une sonnette d'alarme qui peut commencer maintenant à attirer les consciences de sorte à ce qu'on puisse maintenant mettre des politiques qui peuvent, n'est-ce pas, influencer sur la qualité de l'air dans la ville de Nairobi. Les embouteillages coûtent 50 millions de dollars au comté de Nairobi tous les 2 jours. De plus, la mise en place des journées sans véhicule peut réduire la pollution de l'air de 20 à 78% selon les experts. La Côte d'Ivoire a un nouveau sélectionneur à la tête de l'équipe nationale de football. Le 30 juin, la Fédération ivoirienne de football a nommé Camara Ibrahim pour succéder au Belge Marc Wilmots. Objectif, préparer l'équipe pour la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2021 qui se jouera en Côte d'Ivoire. Un reportage de notre correspondant Olivier Conan. Nouveau départ pour les éléphants, surnom de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire, avec un entraîneur national. Camara Ibrahim a été nommé le 30 juin 2018 sélectionneur des éléphants. Il succède à Marc Wilmots qui a démissionné après que les éléphants aient échoué à se qualifier pour la Coupe du Monde. Le président de la FIF, Fédération ivoirienne de football, annonce que le nouveau sélectionneur national aura les mains libres pour travailler. C'est lui seul qui sera le maître. Aucun membre du comité exécutif ni le président de la fédération n'interviendrait dans son choix. Nous avons quand même une commission pour que Camara explique ses choix quand il choisit tel ou tel joueur, que ce soit un joueur local de notre championnat ou un joueur qui joue à l'extérieur. Mais il est toujours le seul à décider en dernier ressort de qui il choisit, qui il prend ou alors qui il révoque. Camara Ibrahim compte s'appuyer sur les meilleurs joueurs qui évoluent à l'étranger ou dans le championnat national. Il appellera en sélection ceux capables de réaliser l'objectif d'avoir une équipe compétitive pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Construire une bonne équipe, la rendre compétitive pour qu'on puisse gagner la CAN en 2021. Je pense que si on est tous fédérés sur cet objectif et qu'on se met tous dans la même direction, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations cadet en 2013, Camara Ibrahim connaît bien les joueurs susceptibles de jouer en équipe nationale. Il était également l'adjoint de Marc Wilmots avant de prendre la tête de la sélection. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.